Claude Perolouara, briser l'éclat d'une histoire singulière, d'une mère héroïque, aiguille de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Perolouara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme que reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perolouara, qui dans les ténèbres de l'injustice, ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Les nains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe nanga, 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 nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible défiant la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté, tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perolouara, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. Attends-toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche sa foi. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour éteint. Le peuple congolais le mérite un leader. Et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. Oh, rayonnant. Claude Perolouara, symbole de résilience et de foi. Ta voix est de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Perolouara, symbole de résilience et de révolution. Ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.
Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et un invité nous accompagne pour tenter de donner son point de vue sur ces questions d'actualité. Nous sommes le 17 mai. Aujourd'hui, cela fait exactement 28 ans que Laurent Désiré Kabila a réussi à chasser par les armes le maréchal Mobutu. Un combat d'environ 7 mois parti dans le nord du Kivu avec les Kadogo. Mobutu pliait donc bagage et quittait le pays après 32 ans de pouvoir. Que dire de cette lutte et de cette guerre que beaucoup de kabylistes considèrent étant comme une guerre de libération? On en parle dans cette émission. Et puis, 4 ans après, Kabila lui-même a été assassiné dans sa résidence. Rappelez-vous à ma compagne. Que dire également de sa succession et de son héritage? Kabila mérite-t-il les titres des héros qu'on lui donne aujourd'hui? On parlera de toutes ces questions. On reviendra également sur un dossier important, l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes nombreux à ne pas la connaître en profondeur. Que veulent les États-Unis d'Amérique? Que voulaient les Américains déjà dès le départ au niveau de la fondation et de la création de l'État indépendant du Congo? On parlera de ça. On reviendra aussi sur des questions d'actualité. Quoi de plus normal, puisque nous évoquons l'histoire et la politique, de recevoir quelqu'un qui est à la fois historien, mais aussi un grand écrivain et un indépendant. C'est donc un invité permanent que nous avons ici. Il nous fait toujours l'honneur et l'amabilité de répondre à nos invitations quand on l'appelle. Notre invité de ce soir, c'est M. Hubert Kabasoubabo. M. Kabasoubabo, bonsoir. Bonsoir, M. Perrault Louara. Bonsoir à tout le monde qui nous suit. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je suis donc heureux. Vous voulez que nous sommes le 17 mai aujourd'hui. C'est une journée chômée, payée, journée fériée en République démocratique du Congo. Depuis ce matin, je reçois énormément de coups de fil et des messages des kabylistes qui me souhaitent bonne fête, bonne fête. Vous voulez que je vous dise également bonne fête? Vous pensez que le 17 est une journée qui mérite d'être fêtée par les Congolais? Oui, c'est une journée qui mérite d'être célébrée, d'être fêtée. Mais qui mérite également, et à mon avis, aujourd'hui, comme vous avez d'ailleurs relevé de manière tout à fait saillante, mais plutôt, chaque 17 mai, il faut une méditation saillante, profonde, sur la genèse, les logiques qui ont conduit à cette journée, mais également la trajectoire post-17 mai 1997, toutes les contradictions, toutes les contractions qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui, nous ne faisons que, en tant que société, subir justement les contractions et les contradictions, mais il y a eu quand même quelques percées. Et donc, c'est une journée qui, comme celle de l'indépendance d'ailleurs, parce qu'en réalité aussi, les 17 mai, c'est une sorte c'est vraiment une libération, plus ou moins, dans la même perspective que celle de 1960. Vous êtes dans la logique de ceux qui pensent que après 32 ans de pouvoir, Mobutu méritait donc cette lutte armée qui venait à les déposer du pouvoir après 32 ans. Avant que je ne réponde, permettez que je vous montre ces livres ici. Je ne sais pas si je... Est-ce qu'on a... Je crois qu'on doit peut-être... Oh, voilà, notre ami qui est ici va nous aider à aller voir. Ok. Des ruines du Zaïre au Congo émergent. Voilà. Les ruines du Zaïre vers un Congo émergent. Des ruines du Zaïre vers un Congo émergent. Ok. Voilà. Ce livre a été publié, je crois, en 2018. Hein, et si vous permettez que je vous lise rapidement... C'est donc, M. Kabasoubabo, vous disiez que cet ouvrage des ruines du Zaïre vers un Congo émergent est donc important. Et vous vouliez prendre un extrait assez éloquent dans l'ouvrage. Oui, je voulais juste prendre une citation, qui est une citation d'un penseur américain, Alan Quetzalcoatl, mais la citation porte une véracité qui est applicable, qui est valide pour, pour le Congo. Je lis rapidement. L'histoire n'est ni une fable politique dans laquelle tous les frères sont vaillants et toutes les sœurs vertueuses. Elle n'est pas non plus l'exposé d'un tabloïd plein de crimes et de folies humaines. Tout n'y est pas que victimisation. Il y a, je l'admets, une délectation caustique dans les dévoilements des faiblesses de nos Jefferson. Là, les penseurs parlaient de Jefferson et de Lincoln.
il continue, mais cette délectation, ça c'est très important, mais cette délectation devient malsaine lorsqu'elle ne sert qu'à vider l'histoire de l'Amérique, ici on peut dire du Congo, de tout ce qui est remarquable ou exceptionnel, ou lorsque ces ravissements ridiculisent ou découragent l'engagement civique et la confiance dans la nation. Ainsi donc, le patriotisme dénué d'esprit critique est dépourvu de tête, la critique sans patriotisme est dépourvue de cœur. Voilà. Mzee Kabila, l'AFDEL mérite d'être célébré, mais le 17 mai mérite également qu'on y réfléchisse, qu'on puisse déployer une intellectualité profonde sur la suite, en fait, de toutes les contradictions, de l'AFDEL. Parce que la lutte de l'AFDEL, Mobutu méritait justement d'être éjecté, comme on le voit aujourd'hui, parce que Mobutu avait refusé, avait continué, en fait, avec des manœuvres pour refuser la démocratisation. Alors que déjà, je pense, le 4 avril 1990, ou le 24 avril 1990, il avait déjà accepté de démocratiser le Zaïre, mais il a continué avec des manœuvres et il ne voulait rien entendre. Chaque fois qu'il voulait, on pensait qu'il allait actionner des avancées, il y avait toujours des extrémistes, comme on voit aujourd'hui, qui disaient non, tu es capable de mater, de craser l'opposition, etc. Jusqu'à ce que l'AFDEL vienne pour l'éjecter. Et ce qui est important, il y a eu une disjonction, une rupture systémique fondamentale parce que l'AFDEL a écroulé, non pas une simple dictature, mais l'AFDEL a écroulé, et beaucoup d'intellectuels congolais sur le plan de la conceptualisation typologique ne le saisissent pas, même des politologues. Le système politique de Mobutu au Zaïre n'était pas un simple système autoritaire ou une simple autocratie. C'était du totalitarisme parce que Mobutu avait l'ambition de remodeler les Congolais à l'image de lui-même, Mobutu qui s'était autodivinisé. Oyebi Mobutu en train de sortir de nuages, Mobutu le père de la nation, Mobutu qui a imposé même, jusqu'à aujourd'hui nous portons les tares, même identitaires et symboliques du régime de Mobutu. Moi j'étais né Hubert Kabassou Babou, aujourd'hui je suis Kabassou Babou Katulondi. Voyez-vous? Et donc, ce système totalitaire, mais plutôt un totalitarisme régressif, meurtrier, kleptocratique, parce qu'en fait, le concept de kleptocratie avait été appliqué à un système politique pour la première fois sous Mobutu. Et donc, vous méritez justement cette révolution, et cette révolution fut une rupture, une disjonction qui a ouvert l'ère de la démocratisation pluraliste en RDC. On va prendre Tokene Malembe, comme on dit, na Lingala. Mobutu, le Oni, Mobutu, le vomi, tous les Zaïrois de l'époque voulaient finalement son départ. Ils l'ont obtenu. Qu'est-ce que vous en savez, vous, de l'idéologie de Kabila? Parce qu'aujourd'hui, de Kabila, on nous sort comme ça, pêle-mêle, quelques bribes, quelques phrases. Ne jamais trahir le Congo, prenez-vous en charge. La guerre retournera d'où elle a commencé. Elle sera longue et populaire. Vous, comme historien, comme politologue, comment définiriez-vous, comment circonscriviez-vous comment vous allez circonscrire justement l'idéologie, l'idéal de Laurent Désiré Kabila en faisant cette guerre? Mzee Laurent Désiré Kabila, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a été formé au marxisme à Prague. Donc c'était un intellectuel panafricaniste de gauche, je dirais même avec un glissement vers l'extrême gauche, donc communiste. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila est, en fait, en termes d'idéologie, de principes fondamentaux de l'armature idéologique de Mzee Kabila, c'est le nationalisme lumumbiste. Souveraineté nationale, souveraineté économique et, je veux dire, justice distributive. Donc, nationalisme, cohésion nationale, identité nationale, souveraineté économique, mais l'économie qui doit servir, n'est-ce pas, comme j'ai dit, à l'épanouissement de tous les Congolais, donc justice distributive. Voyez-vous, c'est ça les trois piliers de l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et un autre aspect majeur, c'est que Mzee Laurent Désiré Kabila avait plutôt épousé
la version maoïste du marxisme. Donc, ce n'était pas vraiment un léniniste, c'était un maoïste. À telle enseigne qu'il y avait même des hommes de science, des marxistes européens, qui quittaient l'Europe clandestinement, passant par la Tanzanie, et allaient jusqu'à Ewwa Bora pour voir comment Mzee Laurent Désiré Kabila s'organisait dans le modèle à la fois maoïste, mais aussi dans le modèle de Che Guevara. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelait le lieu à Ewwa Bora là-bas, on l'appelait les Focos. Enfin, je dis en français Focos. Focos, c'est un concept des révolutionnaires cubains, et Mzee l'avait épousé. Comment organiser la production commune, collective, comment réaliser la justice distributive. Malheureusement, et on le verra dans la suite, il y a un autre ouvrage que j'écris en 3 tomes, mais qui va être publié, je crois, en 2026, en 3 tomes. Mais j'ai déjà publié le 3e tome sur Tshisekedi parce que c'est l'actualité. Mais malheureusement, Mzee n'a pas su s'adapter par rapport à la réalité de ce qu'on appelle chez les politologues la 3e vague de la démocratisation. Ça veut dire le retour à la démocratisation qui a été embrassé ou accepté, auquel beaucoup d'Africains ont souscrit. Ce qui fait qu'il y a eu une forte contradiction entre l'idéologie marxiste-maoïste de Mzee, le sens de l'économie dirigiste, le sens du triomphe, je veux dire l'hégémonie de l'État, le sens d'une élite avant-gardiste qui conduit toutes les politiques, et la prohibition des partis politiques, du pluralisme, donc, et d'une part, et la réalité de la démocratisation qui avait déjà eu lieu, qui avait commencé en, disons, de la libéralisation, parce que Mobutu n'a pas démocratisé, Mobutu a libéralisé l'espace politique. C'est sur Joseph Kabila qui a eu véritable démocratisation. Sur Mobutu, il a libéralisé, donc il a enlevé les impairs partis-États. Rappelez-vous, c'est un élément important à souligner, et c'est ça qui donne également toute, je veux dire, la splendeur, en fait, du 17 mai. C'est parce que Mobutu, avec son impair parti-État, et nous oublions très vite, le impair parti-État, c'était la subjugation de l'État. Ça veut dire que l'impair parti-État était supérieur à l'État, à telle enseigne que son comité central, son bureau politique, était supérieur au Parlement, qui était appelé Conseil législatif, au gouvernement, qui était appelé Conseil exécutif. Voyez-vous? Et donc, nous sommes la seule expérience politique africaine où un parti politique devient parti-État, une catégorie constitutionnelle, et devient supérieur à l'État. Voyez-vous? Et donc, malheureusement, Mzee est venu, et il y a eu cette sorte de contradiction que Mzee n'a pas su gérer. Non, mais vous parlez justement de contradiction. Mzee que vous présentez comme un communiste maoïste, que vous présentez comme un panafricaniste et comme un patriote. Heureusement que vous-même vous ouvrez cette sorte de bémol en parlant justement de la dictateur. Mais c'est un homme qui, dans sa gouvernance, dans sa gestion de la République, s'est montré en dictateur féroce. N'oublions quand même pas que c'est lui qui a fermé les partis politiques. Je suis étonné que vous vantiez cet homme qui, d'une certaine manière, a porté un coup, a porté les stockades contre la libération ou l'ouverture de la démocratie que Mobutu avait fait déjà le 24 avril 1990. La question est pertinente, je voulais dire, la remarque est tout à fait saillante, mais il faut nuancer, hein, il faut nuancer sur le plan conceptuel et même sur le plan, je veux dire, empirique de la réalité. C'est-à-dire que Mobutu n'a pas démocratisé, il n'y a pas eu démocratisation. Mobutu a simplement libéralisé l'espace politique en acceptant qu'il y ait plusieurs partis politiques. D'ailleurs, il est revenu par après pour dire non, qu'il fallait, je crois, 2 ou 3 partis politiques, mais je pense que la machine... Un espace que Laurent Désiré Kabila a vite refermé quand il est arrivé, parce qu'il nous a renvoyé pratiquement dans les moboutismes d'une certaine manière, en fermant les partis politiques, en arrêtant les anciens moboutistes. Vous les présentez comme un génie, mais dans le fond, c'était un pur dictateur d'une certaine manière. C'est effectivement, hein, ça a les allures, les caractéristiques politiques d'une sorte je vais dire, d'autoritarisme, j'allais dire. C'est là où je dis que justement, il y a eu une contradiction il y a eu comme une contradiction, une tension entre, je veux dire, un choc entre la conception marxiste, maoïste et même, je veux dire, de Che Guevara, de Mzee,
l'élite avant-gardiste, un peu comme dans les systèmes, je vais dire, léninistes, l'élite avant-gardiste qui doit mener la révolution démocratique. Et donc, neutraliser en fait les gens, les acteurs politiques qui ont une possibilité d'action comme des réactionnaires, quoi. Et c'est Mobutu, là. Et d'ailleurs, on le verra par après. Justement, c'est l'une des contradictions majeures. C'est-à-dire, Mzee vient avec l'idée de l'élite avant-gardiste qui doit se saisir de l'État pour actionner la révolution et transformer la société. Et donc, il faut prohiber les partis politiques, il faut prohiber les organisations de la société civile et même l'économie dirigiste, rappelez-vous. Et Mzee imposé les taux de change, les diamants de la MIBA, parce qu'il faut relever ici qu'à l'époque, c'est la MIBA qui a fait vivre le régime des Mzee, puisqu'à l'époque, la Gécamine était complètement par terre. Et donc, c'est ça la contradiction majeure. Et alors que, d'une part, il y avait déjà eu cette ouverture, cette libéralisation des partis politiques, ces chocs-là, Mzee n'a pas su les gérer. C'est Kabila qui va plutôt répondre, comprendre ces contradictions et amener à l'ouverture, à la démocratisation effective de la RDC. Et donc, en réalité, on peut dire que c'est sous Kabila qu'il y a eu démocratisation. On reviendra sur Kabila, mais je voudrais qu'on finisse un peu le chapitre Laurent Désiré Kabila. Je vous sens un peu gêné, j'ai l'impression que vous cherchez à habiller quelque chose. Laurent Kabila était un dictateur ou c'était un homme des démocraties, des droits? Je voudrais être très simple pour que les Congolais comprennent un peu, parce que là, vous parlez de la contradiction. Je sens l'envie d'habiller un mal. Kabila, non, qui ferme les partis politiques, Kabila, est-ce un ange ou un diable? C'est un dictateur ou c'était un homme? Non, je pense qu'il faut éviter de verser dans cette sorte de manichéisme pour dire bien ou mal. Je dis simplement, en termes clairs, que... parce que quand on dit dictateur, ça veut dire quoi? Dictateur, ça veut dire que dans la durée, vous avez imposé un système dictatorial, etc., etc., mais je dis ici qu'il y a eu contradiction. Je reconnais le fait qu'il y a eu une sorte d'autoritarisme qui découle en fait de la compréhension marxiste de Mzee, mais surtout de ce que lui et ses élites, tous les marxistes de son époque, là, les Gaëtan Kakoudji et les autres, qui considéraient que le mal qu'ils ont trouvé était tellement intense et découlait de politiciens indisciplinés, des politiciens hypocrites, des politiciens dégénérés qui étaient avec Mobutu tous les matins et les soirs. D'ailleurs, rappelez-vous, Mzee disait que la conférence nationale était une conférence nationale décaféinée parce que les matins, les gens étaient au Palais du Peuple et les soirs, ils allaient chez Mobutu. Et rappelez-vous également que Mobutu lui-même fut aussi dans cette sorte d'élan pour dire en 1960-65, il a trouvé des politiciens indisciplinés, dénormativisés, et que c'était nécessaire de réduire l'espace politique. Mais Mobutu, c'était vraiment les totalitarismes. Donc, il faut reconnaître qu'il y a eu une contradiction, je veux dire, autoritariste, parce que Mzee pensait que, dans la logique marxiste, il fallait que l'élite que lui a menée révolutionnaire enclenche la transformation du pays par rapport à l'intensité de la dégénérescence du mal qu'il a retrouvé. Parce que Mzee, rappelez-vous, parce que Mzee m'avait invité, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Mzee et de discuter avec lui. Mzee était effaré par la dégénérescence qu'il a trouvée. Mzee, à partir de Tanzanie, savait que Mobutu avait dénormativisé les Congolais. C'est pour cela d'ailleurs que Jeune Afrique parlait des enfants terribles de Mobutu. Les Congolais étaient, les Congolais étaient zaïrianisés, pour dire un mental d'affaissement, de dénormativisation, d'impressionnisme, de petitesse d'esprit. Et de filouterie. Et donc, Mzee était effaré. Et donc, pour Mzee, dans son entendement, dans un sens autocratique ou autoritaire, il pensait qu'il faille implanter un leadership aussi autoritaire. Rappelez-vous, on fouettait les gens, on disait que les gens devaient donc, il fallait implanter la dictature. La dictature, moi, je veux seulement, contrairement à vous, je veux que vous assumiez un peu, vous tentez d'habiller, de maquiller le mal. Le mal est mal, M. Kabasoubabo. Autant vous vous attaquez à Tshisekedi aujourd'hui, qui a réduit le terrain de l'expression, qui se montre un dictateur, autant quand il faut parler de Mzee, si on voit les mêmes signaux qu'on critique aujourd'hui, soyez courageux, dites-le que c'était un dictateur. Je suis mal à l'aise de vous voir, de sentir en vous la volonté d'habiller un mal. C'est ce qui m'embête un peu en vous. Nous devons nous comprendre.
Parce que je pense que dans votre entendement, quand vous dites dictateur, j'ai aussi l'impression que vous avez cette tendance à vouloir voir en lui quelques éléments de Tshisekedi, que non, c'est un blasphème. Parce que quand on dit dictateur ici, on voit la kleptocratie, on voit la filouterie, on voit justement cette tendance, cette propension dénuée d'idéologie. Mzé a fonctionné en termes d'une idéologie marxiste. Mzé a voulu implémenter en termes concrets les prescriptions idéologiques, ça veut dire l'élite avant-garde, la révolution démocratique, la justice distributive, l'ordre dans la société, sur base d'une idéologie ou de principes idéologiques. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et je sens que vous voudriez, autant que vous dites que vous sentez en moi cette sorte de volonté de masquer ou d'habiller ou d'édulcorer, pour parler français correctement. Et donc, je comprends aussi que vous voulez qu'on voit des éléments de Mzé ou de Tshisekedi dans Mzé. Que non. Moi, je ne fais que poser des questions. Je ne fais que poser des questions. Je n'ai aucune prétention, M. Kabasubabo. Je ne fais que poser des questions. OK. Donc, Mzé était idéologique, et je reconnais, je dis que je ne suis pas historien, mais je suis plutôt historiciste. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui a de la passion pour l'histoire politique du Congo. Et d'ailleurs, je voulais ouvrir une parenthèse pour la fermer rapidement. Ne soyez pas secoués. C'est lui qui m'a enseigné l'IPOSA, l'histoire politique du Zaïre. C'est Lumanu Bouanansefou, qui était mon professeur d'histoire politique du Zaïre. Qui est en train de se fourvoyer avec Tshisekedi aujourd'hui. Malheureusement. qui est en train d'être vassalisé. Et c'est lui d'ailleurs, Lumanu aussi, qui était mon directeur de mémoire à Kassapa. Donc, Mzé, on reconnaît, il y a eu ces contradictions-là entre la tentative de mettre en place un système politique qui est orienté par l'idéologie marxiste de type maoïste, et d'une part la libéralisation économique qui était déjà en place. Ici, il n'y a aucune idéologie. Ici, il y a une vacuité idéologique. Ici, il y a un vide même ontologique de l'être. C'est des flibustiers qui viennent de bistrots obscurs de Bruxelles qui sont simplement en train de cannibaliser le pays sans aucune orientation idéologique. Et même que le mal qu'ils sont en train de... Mzé voulait réaliser quelque chose de bien, mais malheureusement sur une base d'une idéologie qui était en contradiction avec la tendance générale dans le monde et en Afrique. Ici, on voit non seulement qu'il y a une idéologie, mais il cannibalise, il régresse les pays. Allez, référons le chapitre Mzé, Laurent Désiré Kabila, l'homme, avant que je vous ramène un peu sur l'idéologie et qu'on passe peut-être à sa succession et à son héritage. Que diriez-vous par exemple de ceux qui disent que lui, Mzé, comme homme, comme combattant, c'est lui qui nous amène tous les malheurs que nous avons aujourd'hui. Vous avez parlé de Che Guevara. Vous savez que il y a beaucoup de thèses qui rapportent que Che Guevara, lorsqu'il arrive dans le maquis vers le Kivu là-bas, il rencontre Laurent Désiré Kabila. On dit qu'il a trouvé une sorte pas des vrais révolutionnaires, la bière coulait à flot, des gens s'enivraient. On rapporte que Che Guevara lui-même fera un rapport que ce sont pas des vrais marxistes qui sont là-bas, ce sont pas des vrais communistes, mais des opportunistes et des gens qui... voilà, les détracteurs de Laurent Désiré Kabila partent de ces genres de témoignages pour dire que l'homme Kabila, ce n'est pas celui que vous nous présentez aujourd'hui. Et puis, on fait passer dans l'opinion l'idée que tous les malheurs que nous avons aujourd'hui avec la guerre dans l'Est de la République, le Rwanda qui pille notre sol et notre sous-sol, nous l'oublions quand même pas, c'est lui qui nous a amené tout ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Non, ce n'est pas Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a commencé la révolution, je veux dire, à l'époque du Congo, post-colonial, parce qu'il faut dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte historique et politique à l'époque. Post-1960, beaucoup d'acteurs africains, politiques africains, sont dans les guerres de libération. Et donc, Mzé a commencé la guerre de libération, je crois, à partir de Baudouinville. Je crois que c'est Albertville. Donc, Kalemi aujourd'hui, à l'époque, c'était Albertville. Donc, c'est là que Mzé est parti. Il a travaillé avec Mwamba Ilunga et les autres, Jason Sendoué. Et Mzé, de là, il est parti à Brazzaville, là où il y avait déjà Bochelier, Gbeigné. Et à partir de là, on l'a chargé de venir en 63 à partir du Burundi, de Bujumbura,
commencé la révolution à l'Est sous le label du Conseil national de libération Est. C'était déjà à ce moment-là que Che Guevara le visitera et qu'il fera de lui un mauvais rapport. Attendez, Che Guevara vient après. Mouzé a commencé déjà en 63-64. Che Guevara est venu en 65. Il est venu au mois d'avril 1965. Il est parti peu avant que Mobutu ne prenne le pouvoir. D'ailleurs, on dit qu'il est allé mourir en Bolivie parce que ça débâcle, en fait, c'est ça l'histoire, la débâcle ou l'échec de la révolution à l'est du Congo a fait que Che Guevara voulait, je dis, se donner quand même une action de gloire. C'est ainsi qu'il est allé en Bolivie avec beaucoup de zèle, sans beaucoup de calculs, et il s'est fait capturé et exécuté par... Non, mais revenons sur le contexte congolais. On dit quand même qu'il a fait un rapport pas trop glorieux sur Laurent Désiré Kabila, sur ce qu'il a trouvé dans les maquis là-bas. Non, d'abord, je voulais souligner le fait que Mouzé a commencé la révolution à partir de 63-64 avec des ramifications lumumbistes déjà en 60, parce qu'il ne faut pas oublier que Mouzé faisait partie de la jeunesse des Baloubakat, qui se battait contre Tchombe, qui était un laquais des impérialistes à l'époque. Ça aussi l'histoire. Et à partir de là, Mouzé, dans la jeunesse de Bakat, avec Janson Sendoué, il y a eu d'ailleurs des querelles entre Janson Sendoué et Mwamba Ilunga, et finalement, Janson Sendoué l'a emporté. Mais quand Janson Sendoué s'est emporté dans les contradictions, Mouzé est parti déjà en 62, 64, 63, et Mouzé est revenu, comme j'expliquais, sous le label du Conseil national de libération Est, et Mouzé a commencé la révolution à l'Est. Donc, c'est lui qui était le grand chef du Conseil national de libération Est. Che Guevara est venu se greffer sur la révolution que Mouzé avait déjà commencé. Donc, ce n'est pas Che Guevara qui a commencé la révolution à l'Est, c'est Mouzé qui a commencé la révolution à l'Est sous le label Conseil national libération Est. Bon, maintenant, malheureusement, il faut aussi souligner ici, c'est une parenthèse très importante parce que vous parlez du Rwanda. Parce que en 1965, il y a le Conseil national de libération Est qui se bat. Che est venu se greffer au Conseil national de libération Est. Donc, Che n'est pas venu apprendre à Mouzé la révolution. Il faut vraiment nuancer les choses, et c'est ça l'histoire. Voyez-vous? Et on sait que Che, je pense qu'il avait mal calculé parce que Mobutu et Kasavubu ont fait venir des rebelles sud-africains, ils ont fait venir plusieurs rebelles, etc. Et les Américains aussi sont entrés dans la danse. Quand ils ont vu que Che Guevara est arrivé là-bas, les Américains sont entrés dans la danse. Ils ont formé des pilotes d'avions cubains qui avaient fui le Cuba, qui était en Floride. Ils les ont formés et c'est eux, avec les Américains avaient un navire de guerre à l'océan Indien. Quand Che Guevara parlait, je crois, communiquait, il captait et il donnait aux pilotes la localisation de Che et on bombardait Che. Che s'est rendu compte que finalement, il y a eu des bâcles et il est parti. Bon, maintenant, il peut dire que, bon, il y avait des breuvages à flot, etc., etc., mais la réalité reste que c'est Che qui est venu se greffer à la révolution de Mzé. Mais non, est-ce qu'on peut dire que Mzé, c'est lui qui a mené les Rwandais? Il faut d'ailleurs ouvrir une parenthèse ici qu'il faut fermer très rapidement. En réalité, comme aujourd'hui, ce sont les irrationalités du système politique à l'interne qui ont attiré les malheurs. Donc, ce sont les irrationalités du système politique sous Mobutu. Moi qui vous parle, Kengwa Dondo est vivant, il peut témoigner. Le vieux Bangouli, j'ai toujours dit que c'est Bangouli qui m'a amené en politique, Bangouli, Marco Bangouli, lorsqu'il était en Afrique du Sud. Et le vieux qui est décédé, le vieux, j'ai oublié son nom, un autre grand mobutiste. Kengwa Dondo est venu en Afrique du Sud en 2001. Il nous a dit que lui, quand il était Premier ministre, les Américains lui ont dit que les Tutsis des APR qui ont pris les pouvoirs à Kigali ont dit qu'ils doivent neutraliser ou arrêter ou envoyer les Hutus à plus de 300 km ou les désarmer et les retourner au Rwanda. Kengo nous dit ceci, Kengo est vivant. Nous avions ici en Afrique du Sud une organisation qui s'appelait Renaissance Congo 2000. Et Kengo Adondo s'adressait à nous. Ah, les vieux qui avaient fait venir Kengo pour nous rencontrer, c'est Chimbombo Mukuna. Donc, il y avait deux grands mobutistes ici, qui étaient comme nos mentors à l'époque, ils ont introduit un peu à la politique pratique, Marco Bangouli et Chimbombo Mukuna. Et donc, Kengo nous dit que lui voulait faire ça. Il voulait neutraliser les Interamoués et les autres pour les désarmer, les retourner au Rwanda. Kengo nous dit que Mobutu l'a appelé pour l'engueuler comme un petit garçon, pour dire, Léon, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut les laisser. Parce que les Français du réseau Foka
Et Herman Cohen ici qui parle, je vois, il est un vieux qui est aussi dans la démence sénile, qui raconte des histoires. Herman Cohen et les Républicains sont allés à Bado parce qu'ils pensaient que Mobutu pouvait réorganiser les phases avec les mercenaires pour aller écrouler le Rwanda. Vous voyez que l'histoire se répète. Malheureusement pour Mobutu, qui était soutenu par les Républicains, après nous avons eu Bill Clinton, donc les démocrates. Les démocrates, eux, c'est la démocratie. Voyez-vous? Et même Kagame est allé jusqu'à Washington pour dire, mais voilà, Mobutu, il faut lui demander d'accepter. Mobutu a refusé. Kengo nous dit que Mobutu l'a engueulé comme un petit garçon. Vous dites, Léon, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut les laisser parce que Mobutu a le plan d'aller déstabiliser ou d'écrouler le régime Kagame. Voyez-vous? Alors, quand Mobutu a refusé, c'est ainsi que Kagame s'est organisé. Et j'ouvre une parenthèse, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il faut les dire. La première personne qui est venue à l'esprit pour coordonner l'AFDEL, c'est pas Mzé. C'est pas Mzé. Olengankoy est vivant. Olengankoy est vivant. Posez-lui la question. Olengankoy nous a raconté cette histoire dans la résidence, dans la maison d'un homme politique, je ne cite pas son nom. Olengankoy, posez-lui la question. Olengankoy nous dit ceci, que quand les Rwandais ont organisé avec les Massassou et les autres, AFDEL, commençaient à faire AFDEL, la première personne à qui ils ont pensé, c'était Tshisekedi Mulumba. Ils ont envoyé un jeune colonel congolais, Muluba, son père est Muluba, sa mère est d'Exangani, un jeune quinois de Bandal qui est connu là-bas, j'étais son nom, qui lui aussi était parti, il avait combattu dans les rangs de l'APR, je crois. On l'a envoyé à Kinshasa pour rencontrer Tshisekedi. Et il a rencontré Tshisekedi avec les Olengankoy et les autres. Il a expliqué que, bon voilà, les Américains, les Tanzaniens, les Angolais, tout le monde veut faire partie de Mobutu. On est en train de mettre sous place une organisation. On voudrait que vous, Étienne Tshisekedi, vous puissiez, je veux dire, présider ou être le leader de cette organisation. Tshisekedi a dit, bon, écoutez, nous allons réfléchir, revenez demain, nous allons d'abord réfléchir avec les amis. Quand les types ont tourné les dos, quelques gens qui étaient là-bas ont appelé Mobutu et on a arrêté le jeune homme là. On l'a mis en dolo. Heureusement, il a pu partir. C'est alors que Museveni et Nyerere ont pensé à Mzé parce que Mzé avait la crédibilité, Mzé avait l'expérience. C'est ainsi que Mzé a été le porte-parole de l'AFDEL. Mais le fait historique le plus fondamental, c'est qu'il y a eu rupture parce qu'on a éjecté le totalitarisme, mais que c'est Mobutu lui-même, son système politique comme aujourd'hui, qui n'a pas voulu adresser la problématique. Ce qui a donné en fait la crédibilité et la légitimité au combat de l'AFDEL, c'est le totalitarisme moboutien, mais le refus de Mobutu d'amener les processus de démocratisation jusqu'à sa finalisation ou sa matérialisation. Il a continué à faire tourner les Congolais en bourrique, le Kengo Adondo, conférence nationale, Monseigneur Mosengo, allait tourner en bourrique, et il a continué à tuer les gens. Et donc, c'est pas Mzé qui est allé chercher les Rwandais. On a cherché Mzé à cause de sa trajectoire comme nationaliste, comme lumumbiste. Et d'ailleurs, il faut dire ici que Mzé connaissait les Rwandais depuis l'époque de Che Guevara, parce que à l'époque, en 64-65, Lunar, qui est l'ancêtre de l'APR, Lunar, de François Roukeba, c'était des Tutsis qui avaient fui le Rwanda à cause du deuxième génocide et qui étaient venus à l'Est. Ils avaient signé des alliances avec le Conseil national de libération Est, François Roukeba. D'ailleurs, le nom de Banyamulenge est sorti de là, parce que quand les rebelles rwandais, Tutsis, sont venus à Fizi, Baraka, Bendera, partout là-bas, les militaires congolais les confondaient aux Tutsis de l'Itombwe. Et pour différencier les Tutsis rebelles qui sont venus du Rwanda pour s'allier au Conseil de libération Est, parce que l'idée c'était d'abord d'enlever Mobutu, et puis au Kasavubu, et après d'aller au Rwanda. Et alors, pour différencier les deux, on a appelé les Congolais Tutsis qui étaient là, dans la forêt de l'Itombwe et dans les plateaux des Miniembwe là-bas, de l'appeler les Banyamulenge. Je regrette la malhonnêteté intellectuelle de Ndaiwel, le père, Isidore Ndaiwel, parce que dans son livre Histoire politique, Histoire générale du Congo, etc., c'est la version qui est sortie, l'édition de 1998, à la page 625, je crois, il explique cette histoire. Et donc, ce n'est pas Mzé qui a mené les Rwandais. Les Rwandais avaient leur objectif, c'était de neutraliser les Interamwe. Mais sur le plan interne, la logique, la légitimité, la validité de la guerre de l'AFDEL, c'était écrouler le
totalitarisme de Mobutu, mais aussi rendre possible la démocratisation que Mobutu avait rejetée et continuer à bloquer en tournant les politiciens congolais qui étaient aussi hypocrites, dégénérés, en bourrique, fermant la conférence. Rappelez-vous, la conférence nationale avait été fermée, Kengo avait fait tuer des gens, je crois, le 12 février 1992. Voilà. Hubert Kabasoubabo, vous parlez aussi avec autant d'éloquence et de bienveillance de Laurent Désiré Kabila, un homme que vous, comme ancien secrétaire général du RCD, vous avez pris les armes contre Laurent Désiré Kabila. Je suis, moi, surpris. Vous vous êtes tiré dessus avec cet homme-là, qu'aujourd'hui, vous ayez un discours aussi aimant par rapport à son combat et surtout par rapport à l'homme. Si Laurent Désiré Kabila était aussi visionnaire, aussi avec autant d'idéologie que vous l'évoquez aujourd'hui, pourquoi avoir pris l'option de rejoindre le RCD, manigancé, le RCD instrumentalisé par le Rwanda pour lui faire la guerre? Non, le RCD, d'abord, il faut corriger. Hein. Mon livre va sortir parce que j'ai parlé avec mes frères, mes camarades, mes anciens camarades, Robert Roy, Moïse Nyarugabo et les autres. Et je dois dire ici que Robert Roy, c'est vraiment mon frère. Je ne le nierai jamais, c'est vraiment mon frère, tel que j'ai vécu avec lui. Et Robert est parmi les rares personnes qui m'ont demandé pardon dans ma vie. Voyez-vous? Quand il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Alors, donc, j'ai dit aux gens du RCD, vous devez écrire votre propre histoire. Mon livre va sortir, je crois, en 2026, comme je l'ai expliqué. Maintenant, quand la révolution de l'AFDEL a commencé, il y avait deux écoles. Il y avait une école qui disait que, comme la justification interne, endogène de la révolution était de matérialiser les résolutions de la conférence nationale souveraine, d'amener la libéralisation vers la politique, vers la phase de la matérialisation tangible de la démocratie au plan institutionnel, il y avait donc deux écoles. Une école qui disait non, il faut faire table rase, l'autre école qui disait non, il faut matérialiser les résolutions de la conférence nationale parce que la conférence, les rejets de la conférence nationale, les résolutions de la conférence nationale souveraine, les obstacles de Mobutu et ses caciques contre la démocratisation, c'est ça qui justifie, qui donne la validité interne à l'AFDL. Donc il y avait ces deux écoles. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, les deux écoles ont continué leur friction. Et il y a eu également des histoires de Katangé, un peu comme nous voyons aujourd'hui, des histoires, des intérêts, je vais dire, des politiciens qui se sont, qui ont des frictions. Vous aviez, par exemple, Justine Kassavubu et mon vieux docteur Sonji, qui avaient leur point de vue. Vous aviez Bouguera aussi, les gens n'avaient pas accepté le fait que Bouguera assistait au conseil de ministres. Vous aviez le fait que Mouzé avait des difficultés pour mettre les politiciens, parce que Mouzé n'avait pas compris le niveau vraiment, il était effaré par le niveau de la décrépitude politique. Et donc, les gens voulaient tirer des ficelles. Attends, que Mouzé a eu des difficultés, par exemple, pour mettre en place une assemblée constituante et mettre les institutions en place. Donc, Mouzé n'a pas vraiment eu le temps de transformer le pays. Et malheureusement, comme nous avons relevé, et nous sommes tout à fait d'accord avec moi et vous, et sur le fait que le rejet du pluralisme qui avait déjà commencé était une contradiction majeure. Et donc, le RCD est né de toutes ces contradictions-là. De toutes ces contradictions, justement pour, je veux dire, corriger. C'est pourquoi le RCD a dit d'ailleurs que le RCD constituait une révolution corrective pour les gens qui étaient vraiment à Goma à l'époque. Ça, de quoi je parle? La révolution corrective. Les vieux Banzamou Kalaï, et même Mende, s'il me suit, Tambou Mamba, etc. Bon, eux, ils étaient là au début. L'autre aspect, c'est que, et il faut retenir, que le RCD, en réalité, même les noms là, Rassemblement Congolais pour la démocratie, ne vient pas de Roubewa ou de Bizi Makara. Ce sont plutôt les Mobutistes eux-mêmes qui étaient partis. Sa collègue Bartman qui était parti chez les Rwandais pour dire non, rappelez-vous Nzimbi, Baramoto, on les avait même chassés de l'Afrique du Sud. On les avait expulsés de l'Afrique du Sud, ceux qui avaient concocté cette histoire-là. Et il s'est fait malheureusement ou heureusement que beaucoup de forces ayant réalisé les contradictions de l'AFDEL, de l'équipe de Mzé, par rapport à ce qu'il y avait eu comme avancée, et les gens se sont saisis, ont exploité ces réalités-là. Et c'est une réalité qui, comme pour l'AFDEL,
valide la guerre ou la révolution corrective du RCD. On a l'impression que là, on est vraiment dans une sorte de répétition de l'histoire. Quand je vous entends parler, vous parlez des contradictions, on a l'impression que nous ne tirons pas les conséquences de tout ça, M. Kabassou Babou. Quand on vous entend parler, on a l'impression que c'est le même décor auquel on fait face aujourd'hui avec votre frère Tshisekedi. Exact. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur la compréhension, l'élucidation profonde, la quintessence de la problématique au plan systémique et sociétal. Je me rappelle même que il y a des gens qui en parlaient un peu avec cynisme quand ils me voyaient dans un restaurant à Kinshasa. Oh, mais c'est sociétal. Oh, mais c'est systémique. Mais voilà, ce sont des concepts de la science. La science politique, c'est une science, mon frère. Ces outils d'analyse, ces outils de cogitation, de prescription sont des outils qui ont démontré leur validité. La problématique est systémique et sociétale. Ça veut dire que le Congo est toujours dans sa lutte, de sa mutation depuis 1960, sur le plan identitaire, sur le plan de la qualité du personnel politique. Même quand on dit Tshisekedi c'est ça, Tshisekedi c'est ci, mais qui forme le personnel politique pour un Congo nouveau? Qui forme un personnel? Vous avez entendu Ensemble, ou PPRD, ou même UDPS. Vous avez entendu une formation politique pour dire quelle est la nouvelle génération de politiciens? Tshisekedi d'ailleurs est l'exemple le plus patent d'un acteur politique, je dis sorti de nulle part, qui a eu aucune formation politique, aucune. Je me rappelle que moi, Kabassou Babou, avec l'aide des Américains qui avaient financé cette organisation USALGA, US Africa Leadership and Government Academy, je suis allé faire même une formation à l'UDPS, à l'IMET. Tatumouka Chika a même acheté mon livre, un de mes livres là-bas à l'IMET. Et je disais même à Tatumouka Chika, votre neveu là, un jour il peut devenir quelqu'un, il faut qu'il fasse des petites formations, même de 3 jours, de 2 jours en Europe, là-bas il y en a. Voyez-vous, donc problématique de symbolique identitaire, problématique du personnel politique, troisième problématique de l'enracinement idéologique ou principiel des idées de transformation de la société. Et donc, nous sommes dans la même lutte. Depuis 1960, nous n'avons pas été capables de transformer notre système politique, de nous transformer nous-mêmes. C'est ainsi que nous avons eu des contradictions et même la catastrophe de 1960 à 1965. Mobutu vient, il faut relever ici, Mobutu a bien commencé. Il a réalisé en fait, en réalité, Mobutu reste inégalé en termes de modernisation infrastructurelle. Mobutu, dans l'histoire du Zaïre post-colonial, reste inégalé. Mobutu nous a donné la télévision pour la première fois. Mobutu, Barrage d'Inga, Pont Maréchal, les instituts supérieurs, les universités, etc. Mais malheureusement, Mobutu est tombé dans l'autocratie, dans la kleptocratie et finalement dans le totalitarisme. Il a placé les impairs au-dessus de l'État, il a avili l'État et l'État congolais est devenu, zaïrois à l'époque, est devenu un État, non pas failli, mais un État écroulé. Je le souligne souvent, chez les politologues anglo-saxons, on parle de failed state, donc dans la typologie, État faible, weak state ou fragile state, l'État failli ou failed state, mais en bas, c'est collapsed state. Donc Mobutu, c'était collapsed state. Voyez-vous? Mais maintenant, Kabila est venu, Mouzé est venu, il n'a pas eu vraiment eu le temps de transformer, Kabila est venu. C'est sous Kabila qu'il y a eu une meilleure impulsion de la transformation démocratique, de la transformation étatique, et même commencé à donner un certain contenu à la congolité. Malheureusement, Félix est venu nous catapulter encore en 1960. Donc, vous craignez que, avec ce que Félix reproduit, que nous ayons pratiquement une autre AFDL bientôt, que nous ayons... l'histoire étant une perpétuelle répétition. On craint que ça tire à un moment donné et que ce qui s'est passé avec l'AFDL se passe avec Félix Tshisekedi. Exactement. Comme on dit, les mêmes causes produisent, je vais dire, les mêmes effets, les mêmes conséquences. Ça veut dire que la meilleure reconstruction étatique pluraliste, parce que rappelez-vous, j'ai souligné le fait que les Zaïres de Mobutu, comme je le dis d'ailleurs je l'ai dit dans le livre, hein, des ruines du Zaïre vers le Congo émergent. Des ruines. Le Congo était ruiné, quoi. Était ruiné. Et même la thèse de l'inexistence du Congo comme État, thèse qui a été d'ailleurs
notamment appuyé par Peter Pam, l'ami de Tshisekedi, et par Mills, et par partir de Mobutu. Donc, Laurent Désiré Kabila pensait rebâtir le Congo, transformer les Zaïrois, parce que nous portons toujours la mentalité ou la gouvernementalité zaïroise. D'ailleurs, dans les livres dont je parle, que je vais publier en 2026, on parle de la zaïrianité, l'être congolais dans sa zaïrianité. C'est pourquoi Mouzé voulait extraire les Zaïrois et faire de lui un Congolais. Et Kabila, c'est pour cela qu'il a repris en fait les paroles de son père pour dire, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que vous regrettez? Il dit, non, je n'ai pas pu faire du Zaïrois un Congolais. Donc, maintenant, Tshisekedi est venu. Tshisekedi, et d'ailleurs, les livres dont je parle, que je vais publier en 2026, son titre est très intéressant. L'esprit du pouvoir et le pouvoir de l'esprit. L'esprit du pouvoir et le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir, c'est pourquoi on dit, quand il arrive au pouvoir, quand il a accédé au pouvoir, le pouvoir est comme un lieu, comme un château qui a un esprit. Maintenant, vous, quand vous entrez dans ce château-là, vous êtes porteur d'un esprit qui a été transformé ou qui a été déformé, selon les cas. Pour Tshisekedi, c'était un esprit qui a été déformé dans les bistrots de Bruxelles. Et quand vous entrez dans le pouvoir, vous devez avoir la capacité soit de transformer le pouvoir, ou le pouvoir vous transforme, ou vous empirez même le pouvoir. Tshisekedi, il est porteur d'un esprit politique fondamentalement zaïrois. Donc, il est porteur d'une zaïrianité politique ou ontologique absolue, intégrale, qui fait qu'il est en train de nous ramener vers les zaïrianités. Et donc, la problématique congolaise reste quintessentiellement la problématique de la transformation du système politique à l'intérieur pour que nous devenions une véritable démocratie, une véritable république, une république. Ça veut dire, la république, c'est le lieu de l'épanouissement de l'être, le lieu où on crée toutes les conditions pour que l'homme puisse connaître un épanouissement total, spirituel, intellectuel, économique et social et sécuritaire, et même sur le plan international. Donc la problématique interne est là. Et c'est cette vulnérabilité interne qui nous appelle des attaques extérieures. Alors, Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec son idéologie, arrive au pouvoir, réussit à chasser Mobutu. 4 ans après son arrivée, il est assassiné à son domicile. C'est son fils qui lui succède, Joseph Kabila, qui va d'ailleurs diriger le Congo 18 ans plus tard. Que dire alors de l'héritage du combat et de l'idéologie de Laurent Désiré Kabila? Vous pensez que Joseph Kabila, c'est Laurent Désiré Kabila en mieux que lui a compris et a d'une certaine manière réussi à enlever ses écueils? C'est ce que vous appelez contradiction que son père n'a pas réussi à voir et à élaguer? Exactement. Exactement. En fait, c'est vrai que Joseph Kabila lui-même est né dans un foco, ça veut dire dans un foyer révolutionnaire, et au Abora. Joseph Kabila est allé en Tanzanie, où il a vécu à l'âge adulte. Je pense qu'il a intériorisé, j'ai toujours élevé, j'ai toujours souligné, et dans les livres qui va sortir en 2026, je le peigne également dans le tome 2, l'idéologie des Oujama, le socialisme africain, de Mzee Nyerere, le panafricanisme, etc. Et donc, Joseph Kabila a compris cela, mais également il y a eu des conseils de certains diplomates, de certains Africains. C'est quand Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, première chose, c'est d'enlever l'interdiction du pluralisme des partis politiques. On doit le reconnaître. Les partis politiques reviennent, les organisations de la société civile reviennent. Joseph Kabila relance, ouvre l'espace politique pour la démocratisation et qu'il va d'ailleurs amener à sa matérialisation sur le plan structurel, institutionnel, avec la CENI, la loi électorale, 1+4, etc. En fait, c'est Joseph Kabila qui est concrètement le père de la démocratie et de la démocratisation. Parce que sous Mobutu, il n'y a pas eu démocratisation, il y a eu simplement libéralisation politique, ouverture d'espace politique. Et malheureusement, il n'a pas voulu démocratiser. Et donc, ça c'est de 1. De 2, l'économie dirigiste qui était en place, on imposait les taux du dollar, on imposait la vente de diamants de la MIBA par une seule entité. L'économie dirigiste a été rejetée en faveur d'une économie libérale. Et troisièmement, en ce qui concerne la guerre,
Joseph Kabila a compris la nécessité de l'ouverture. Les radicaux qui avaient scellé le bureau de Massiré, j'en parle sur plusieurs plateformes, il a décidé qu'on ouvre le bureau de Massiré. Il a désigné des représentants pour les dialogues intercongolais. Et les dialogues intercongolais nous a donné le pacte républicain de Sun City. En fait, il faut créditer Kabila de la refondation, en fait, de l'élan de la refondation du Congo postcolonial. Parce que c'est sous Kabila que la refondation pluraliste, démocratique, sous une économie libérale, a été l'expérience démocratique la plus longue, avec sans écroulement institutionnel, sans crise politique qui aurait ébranlé l'État. Évidemment, sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance, il y a beaucoup à dire, mais c'est cela. Et donc, de M. Kabila, Joseph Kabila a hérité le nationalisme, le patriotisme, l'acceptation de l'autre dans l'esprit des Ujamaa. C'est ainsi que Joseph Kabila a accepté de travailler avec de gaillards politiques comme le Roubaix-Ouattara, très rationaliste, avec un Bemba très capricieux, avec le vieux Zaïdi Ngoma, etc. Et puis, j'ai souligné aussi quelque part chez l'une de vos consoeurs que Joseph Kabila était aussi consociationaliste. Les concepts de consociationalisme, démocratie consociationnelle, je ne l'invente pas, c'est la démocratie propre à l'Afrique, qui a été conçue par le premier prix Nobel noir de l'économie. D'ailleurs, on dit de lui qu'il est le père de l'économie de développement, Henry Lewis. Henry Lewis parle de constitutionnalisme. Le constitutionnalisme, c'est la démocratie par laquelle, un peu comme dans les Ujamaa, il y a plusieurs courants politiques, mais qu'on accepte pour qu'il puisse y avoir une synergie, des intellectuels, des expériences pour transformer le pays. C'est ainsi que Kabila a accepté les Gizenga, Kabila a accepté les Chibala, Badibanga, et c'est Kabila qui a accepté Tshisekedi. Moi, je vous dis parce que j'étais dans cette mesure impliqué dans les choses, dans les processus, dans les mécanismes de procédure de la CENI, machine à voter. Les gens avaient dit, quand on parle Fayulu, non, les gens, comme on dit à l'Ingala, Balali, Namabele, Balubi, Tcha, Nani, on a vu ce coup sur coup, Ramazani. Shadari. Balali, Namabele, Balubi, Tcha, Shadari. Il y aura des grabuges, les gens vont parler, il y aura des marches, etc., etc. Tshisekedi avait accepté d'être Premier ministre, je l'ai dit à plusieurs fois. Dans son mental, il avait déjà accepté d'être Premier ministre parce qu'à partir d'Ibiza, etc., il pensait qu'il allait être Premier ministre comme son père. Vous voyez, c'est Kabila qui a dit non, 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 il faut donner une page d'or à l'histoire du Congo. L'UDPS s'est battu pendant longtemps, il faut donner une chance à l'UDPS. Malheureusement, c'est un choix catastrophique de proportions apocalyptiques. Comme on le voit. Donc, de Kabila, un choix, je suppose que lui-même il regrette en ce moment. Hein. Mais oui, moi j'ai déjà parlé avec lui. Il doit être amer, Kabila. Moi j'ai vu Kabila, on parlait de ça, on partageait. J'ai vu les larmes en train de. Kabila, c'est quelqu'un de très compact, comme on dit, de très fermé en lui-même. Mais j'ai vu des larmes en quelque sorte comme défilant dans ses yeux pour dire, mon frère, ce fut un choix catastrophique, une catastrophe d'une proportion apocalyptique. Oui, c'est vraiment un désastre. Et voilà. Il a créé un Frankenstein, un monstre politique. Voilà. Donc pour vous, en 60 ans d'indépendance d'une certaine manière, le vrai père de la démocratie, c'est lui qu'on peut dire aujourd'hui qui a réussi à mettre le Congo sur le rail, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Parce qu'en 1960, rappelez-vous, en 1960, on a tenté de démocratiser pluralisme par les Belges, mais nous-mêmes, nous n'en comprenions pas, je dis la quintessence, et nous sommes entretués. Le Congo est devenu le premier collapse state, le premier État écroulé dans l'histoire du monde contemporain, c'est le Congo entre 1960 et 1965. À telle enseigne que, d'ailleurs, il y a un professeur, un de nos grands professeurs sont en train de mourir, mais l'idiocratie qui est à Kinshasa n'a pas été en mesure de célébrer tous nos grands professeurs. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu qu'une manifestation institutionnelle, même du ministère de l'Enseignement, sur Moudimbe. Et bientôt, nous allons voir l'autre
d'autres encore vont mourir, on ne les aura pas célébrés en tant comme État, comme société. Donc, il y a un grand professeur là-bas qui s'en Misé, qui est enseignant, je crois, à l'université je crois, au Tennessee. Il a sorti un livre en 2024 sur l'État colonial pour démontrer que c'était un État développemental. Pourquoi? Et il a raison. Parce que le Congo, en 1960, c'est la deuxième puissance économique après l'Afrique du Sud, qui avait même enregistré des taux d'investissement et d'accroissement des capitaux industriels plus avancés que l'Afrique du Sud. En 1960, retenez-les bien, le Katanga seul était plus industrialisé que tous les Nigeria. Les Nigeria ne vivaient que de l'huile de palme et des arachides et des ignames. Les Katanga étaient très avancés. Je connais même un vieux ici en Afrique du Sud, qui était un ami de Mandela, qui m'a reçu un jour dans un restaurant, et qui me disait que dans les années 50, quand lui était jeune, travaillant dans une entreprise textile, quand leur entreprise a eu les machines de pointe en Afrique du Sud à l'époque, on les a menés en stage à Elisabethville, qui était plus avancée en industrie textile. Voyez-vous? Donc, de 1960 à aujourd'hui, Kabila, c'est le seul dont les leaderships, d'ailleurs je parle de statementship, parce que beaucoup les termes leadership est devenu trop vulgaire, il faut parler plutôt de statementship, ça veut dire du génie d'État. La capacité de comprendre les autres, de les intégrer et d'amorcer une action synergétique malgré les différences pour réaliser des avancées. Donc, dans un contexte pluraliste, c'est Joseph Kabila qui est le père de la démocratie la plus durable, qui a donné à l'État ses institutions, ses lois, qui a renforcé l'armée, qui a réorganisé l'armée, une expérience la plus durable. Et aujourd'hui, cette expérience est en train d'être ruinée. Mobutu a bien commencé, il a construit l'État très solide, avec des infrastructures. J'ai dit qu'en termes d'infrastructures, Mobutu est inégalé, mais malheureusement, lui-même, à partir de la zaïrianisation qui est une catastrophe économique la plus ruineuse en fait dans l'histoire du Congo, avec les pillages et surtout le sacrilège, le blasphème de faire de l'État un parti-État. Mais les gens doivent lire, même dans Google. Il y a eu en Afrique aucun parti-État qui soit supérieur à l'État. L'État est devenu inférieur au comité central, les parlements inférieurs au comité central. Ça n'existe nulle part. Voyez-vous? Et donc, l'expérience de la démocratisation matérialisée, Kabila en est le père. Quand les gens disent que c'est Étienne Tshisekedi, mais Étienne Tshisekedi a matérialisé la démocratie où? Étienne Tshisekedi, qui était dans le MPR, qui était parmi ceux qui ont conçu et opérationnalisé le totalitarisme, c'est en réalité aussi, l'UDPS n'était qu'un groupe de réactionnaires par rapport au MPR. Parce que, rappelez-vous, en 1982 ou en 1980 déjà, on ne nous dit pas qu'il y a eu des élites qui se sont... Est-ce que vous avez vu quelque part où on dit que non, il y a eu éveil idéologique, il y a des écrits, il y a des réflexions, etc., pour une nouvelle conscience, pour la démocratie? Que non! L'UDPS, en fait, découle encore d'un massacre de Katekelai et de Loamouela, les gens de la DSP qui sont allés tuer les Balouba. C'est pourquoi aujourd'hui, en quelque sorte, les Balouba prennent une sorte de vengeance sur les humiliations et les tragédies dont ils ont été victimes. C'est quand la DSP a tué les gens à Katekelai, à Loamouela, là-bas, à côté de la Miba, parce que les gens là étaient en train de prendre, les gens de DSP sont venus tirer dessus. À partir du massacre de Katekelai, les Américains ont fait de bruit, etc., sans aucune méditation, sans aucune dynamique de réflexion idéologique préalable. Quelques élites, quelques acteurs politiques qui étaient dans l'MPR, qui étaient frustrés, ont saisi justement cette tragédie-là pour monter leur UDPS. D'ailleurs, la vérité historique et sociologique est que l'UDPS est né de la bourgeoisie du moboutisme. L'UDPS a été fondée dans une résidence de moboutistes chez Ngolam Pandanzila, à ma campagne. L'UDPS n'est pas sorti à Tchangou. L'UDPS n'est pas sorti
au Camp Luka. L'UDPS n'est pas sorti, je ne sais pas moi, à Massine. L'UDPS est sorti à ma campagne. C'est un parti politique qui est né à ma campagne dans la bourgeoisie. Mais Kabila, alors, Joseph, sincèrement, aujourd'hui, moi, je l'ai dit toujours, il a la chance peut-être que nous avons un élément à le comparer en termes d'hommes politiques, d'hommes d'État et en termes des leaders et des présidents. Peut-être qu'hier on lui jetait des fleurs, mais aujourd'hui on peut comparer sa gouvernance avec celle de Tshisekedi. Quel aura été le plus grand péché des Kabila? Parce que, avec ce que vous dites et avec ce que nous remarquons nous-mêmes, on a l'impression qu'on avait une pierre précieuse, mais dont on n'a pas su connaître la valeur. Kabila, c'était l'homme honni au soir de son pouvoir. Rappelez-vous, c'était quand même quelqu'un très vomi, très honni par son peuple. Hippolyte Kanambe, le Rwandais qui a pillé, qui a volé. Peut-être que la chance qu'a Kabila aujourd'hui, c'est que on peut comparer Kabila à Tshisekedi. Mais quel aura été quand même son grand péché pour que lui qui a autant fait pour son pays, comme vous l'avez dit aujourd'hui, n'ait pas eu l'adhésion de son peuple par rapport à son combat et par rapport à l'œuvre immense qu'il a accompli pour le Congo? En tout cas, comme on dirait, vraiment, Bolim Bisangai, malheureusement ou heureusement, je suis le produit de Mulumba Tingasha, de Lumanu et de Osokonda, surtout Osokonda, le grand marxiste sociologie politique à l'université et donc je politologique. Parce que d'ailleurs, Mulumba disait, d'ailleurs, commentant Raymond Aron, Mulumba dit l'histoire politique d'un pays, c'est pas seulement ce qui se passe. L'histoire politique d'un pays, c'est également la conscience, l'entendement, la compréhension que vous avez de l'histoire et l'interprétation de l'histoire. Donc, Joseph Kabila, c'est vrai, la démocratisation, la libéralisation économique, avec un bond très remarquable, la reconstruction pluraliste de l'État. Mais Joseph Kabila, là où il n'a pas, et lui-même l'a dit quand on lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous regrettez, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Il a dit, je n'ai pas pu transformer les Aïwa en Congolais. Ça veut dire la complaisance, je veux dire, l'inattention, le déficit de rigueur par rapport à la corruption, par rapport à la dénormativisation politique, par rapport au cacique, par rapport au détournement, et le manque de rigueur en termes de suivi, du follow-up des grands projets. Parce qu'il n'y a aucun homme d'État qui peut réaliser de grands projets infrastructurels capables de propulser le développement vers l'émergence, d'ailleurs, comme on l'a vu sous Matata. C'est Matata, d'ailleurs, qui est venu un peu dans, justement, de ce qu'on appelle la gouvernologie, ça veut dire la science du gouvernement, l'art du gouvernement, avec un peu plus de technique. C'est Matata qui est venu tenter d'amener. Mais la même problématique reste de ces caciques-là qui étaient autour de Kabila. Je le dis d'ailleurs dans ces livres-là. Et donc, c'était la problématique de déficience ou déficit de rigueur par rapport à la nécessité d'une gouvernance stricte, déficit de rigueur par rapport aux sanctions, déficit de rigueur par rapport au suivi de grands projets qui ont servi par-ci par-là à détourner les fonds de l'État. Ce qui fait que la construction étatique que Kabila a amorcée, d'une part, à son actif, la libéralisation économique, l'élan de l'amélioration des conditions, je veux dire, sociales, parce qu'il ne faut pas oublier que le seul paramètre qui permet, je dis, d'examiner ou d'apprécier, en fait, l'amélioration des conditions sociales sur le plan d'une méthode quantitative, c'est entre autres l'indice de développement humain, parce que l'indice de développement humain permet de voir la santé, le transport, l'éducation, etc. Donc l'indice de développement humain sous Mobutu nous a laissé à 0,220. La moyenne africaine est de 0,500, l'indice de développement humain. Et quand Kabila arrive, 2001, c'était à 0,220. Alors que sous Mobutu, ça avait déjà atteint dans les 300 quelque chose, ça a dégringolé à 0,220. En telle enseigne que même l'espérance de vie était tombée à, je crois, 41 ans. Et avec la reconstruction étatique, la démocratisation,
l'élan de la relance économique, Kabila a pu doubler cela. Sous Kabila, on a atteint 0,447 par là. Voyez-vous. Mais à son passif, il y a le déficit des rigueurs sur le plan de la gouvernance étatique, le déficit des rigueurs par rapport à la corruption, le déficit des rigueurs surtout par rapport à la gouvernologie, ça veut dire à la gestion scientifique de l'État, par rapport aux grands projets de l'État. Voyez-vous? C'est ainsi que je dis que dans l'histoire du Zaïre, du Congo, Mobutu a réalisé, Mobutu reste inégalé en termes de grands projets infrastructurels. Voyez-vous? Et donc, l'actif des Kabila, c'est cela, le passif des Kabila, c'est cela. Et aujourd'hui, quand au PPRD, au FCC, et d'autres ont dit non, Raïs doit revenir, la question est quelles sont les précautions, quelles sont les actions correctives, quelles sont les idées nouvelles que possède Raïs aujourd'hui pour justement corriger ces déficits-là. Vous êtes-vous contre son retour? Vous pensez que son retour peut être salvateur pour le pays? Vous pensez? Il peut le retour, bon, c'est dans la dynamique politique, hein, dans la dynamique politique, il peut rentrer, comme on dit, la politique c'est l'art du possible, il peut rentrer, mais s'il doit rentrer, ou n'importe qui peut arriver après Tshisekedi, justement, quels sont les paradigmes nouveaux, quelles sont les idées nouvelles, quelles sont les formules concrètes nouvelles, justement pour faire face à ces déficits qui continuent à gangréner le système politique congolais et qui se sont empirés en fait, parce qu'on a vu qu'un grand lot des caciques, je veux dire, de flagorneurs, des politiciens complètement dénormativisés, zombifiés, qui sont entrés dans l'union sacrée de la nation et qui aujourd'hui contribuent justement à la régression de l'État. Et l'histoire, les procès de l'histoire va juger sévèrement ceux qui étaient avec Kabila, avec les circonstances aggravantes, et qui sont allés derrière Tshisekedi et ne font que affaisser l'État et la nation. Vous me poussez à poser une question, je ne sais pas comment il faut que je les qualifie, mais que je reçois aussi de temps en temps. Les Congolais vous regardent. Vous avez une baguette magique, vous, Kabassou Babo. Au regard du contexte actuel, de la situation catastrophique dans laquelle est plongé le pays, vous connaissez pratiquement la classe politique congolaise dans son ensemble. Vous êtes Dieu au moment où on parle, vous avez la baguette magique. Vous donnez le pays à qui? Qui, pour vous, a le profil et le meilleur candidat pour aujourd'hui prendre le Congo dans la situation où on est aujourd'hui? Il y a c'est un peu, je veux dire, une question qui mérite d'être étendue au niveau de la classe politique. Moi, en ce qui me concerne, dans mon expérience, et je dois dire avec beaucoup d'humilité, que j'ai fait les sciences politiques, c'est vrai, que j'ai été formé au Leadership Institute de Républicains, que je suis cofondateur de US Africa Leadership and Government Academy, que j'ai été formé à Harvard, à l'université d'Harvard, au Kennedy School of Government. D'ailleurs, j'étais avec le professeur Mpoi, que je salue en passant. Voilà quelqu'un qui lutte aussi pour la normativisation de la classe politique, mais j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas. Le paradigme du développement accéléré par action synergétique. Voilà. Le développement du Congo accéléré, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réaliser aujourd'hui un développement accéléré, rapide, avec vélocité, comme on dit, transformationnelle, en moins de 2 ans. Nous avons tout ce qu'il faut. Et donc, il faut une action synergétique. Maintenant, l'action synergétique, il faut un statement, il faut des hommes d'État. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, il n'y a pas des pères fondateurs là-bas. C'est la synergie des élites. Maintenant, il faut poser la question, il faut prendre votre question et la reformuler en termes, quelle peut être la constellation de ces élites-là? Non, mais cette constellation doit être créée par un individu. Oui, la constellation ne sera pas... On n'aura pas une présidence collégiale au sommet du pays. Je vais vraiment poser cette question de manière banale, parce que j'en reçois énormément, dans sa simplicité, dans sa légèreté. Qui est l'homme-providence pour vous à l'heure actuelle? À qui on peut donner le Congo? À qui vous croyez-vous?
moi, à mon avis, il y a deux personnalités qui portent plus de possibilités d'enclencher ce développement accéléré par action synergétique. Kabila lui-même, parce qu'il a déjà une expérience, pourvu qu'il comprenne la nécessité d'une réflexion profonde pour nous amener des formules de correction de ces déficiences. Parce que nous avons vu, par exemple, Lula. On a vu l'exemple de Lula. Premier mandat, il a tripatouillé. Deuxième mandat, il a bien travaillé et Lula est revenu. Donc, voilà. Kabila, c'est déjà, comme on dit en anglais, un asset. Moïse Katumbi, c'est aussi un asset. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi, quand vous les lisez froidement, Moïse Katumbi possède, dans la classe politique, et même parmi les Congolais, Moïse Katumbi possède une expérience de modernisation agro-industrielle, une expérience de modernisation infrastructurelle inégalée en tant qu'individu. Voyez-vous? Et donc, Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui, s'il est président ou il est premier ministre, vous n'allez pas les rouler dans la farine comme on a roulé stupidement Kabila par Kamere. Et puis on a roulé Tshisekedi par Kamere. On vient, on dit, bon, projet de 100 jours, 500 millions. On l'amène là-bas comme un petit garçon à la place de l'échangeur. Il lit un discours. Et puis on le roule dans la farine. Mais quelqu'un comme Moïse Katumbi, vous n'allez pas le rouler. C'est quelqu'un qui sait comment on conçoit un projet, comment on le matérialise, comment on mobilise les ressources, comment on contrôle, quel est l'impact sur la population. Parce que Moïse Katumbi a l'essence d'un projet, non pas pour simplement les bénéfices de Moïse Katumbi, mais le bénéfice pour la société. Parce que Moïse Katumbi réfléchit les projets en termes de gens de Kachobwe, en termes de gens de Futuka. Il modernise les stades Mouanké en termes de l'impact sur Katouba, etc. Donc, on a un Joseph Kabila, un Moïse Katumbi, vous prenez un Matata, l'homme de la technoscience. Voyez-vous? Et donc, vous prenez quelqu'un comme Sessanga, qui réfléchit, qui a l'essence du droit, ça veut dire un droit qui est propice à la paix. Vous prenez quelqu'un comme Franck Diongo, qui a le sens du nationalisme, du patriotisme. Donc, vous pouvez créer une constellation nouvelle. Chapeautée par un Kabila. Comment? Une constellation nouvelle chapeautée par un Kabila. Donc, ça peut nous, en 2 ans, ça peut nous aider. Ouais. C'est une possibilité. Moi, je vous dis que, regardez, en toute humilité, 2015, je suis aux États-Unis, je suis en attendant, on a soumis un projet au National Endowment for Democracy, qui est une organisation fédérale, une agence fédérale pour la démocratie dans le monde. On a soumis un projet là-bas et ils sont en train de délibérer. Moi, je suis assis dans un parc en attendant qu'on nous appelle pour dire est-ce qu'on vous donne l'argent, on vous donne pas la subvention. Et d'ailleurs, cette subvention a permis de réaliser des formations à Kinshasa là-bas, à Kisangani. Les gens comme le Billy Gambale, qui est devenu ministre, il y a une autre dame de Kisangani qui est devenue ministre de la fonction publique, et Maman Rose Boyata, qui était secrétaire générale adjointe de UDPS, ont participé à ces formations-là. Donc, je suis dans un parc en train d'attendre. Et je lis un journal qu'on appelle des Atlantic. Pas des Atlantic, les think tanks, mais un journal à Washington qui s'appelle, un magazine qui s'appelle des Atlantic. Et là-dedans, on parle de pays qui, dans les années à venir, dans les décennies à venir, vont impacter, en fait, la géopolitique et la géoéconomie mondiale. On parle du Mexique, on parle de l'Indonésie, la Malaisie, et en Afrique, on parle de la RDC et du Nigeria. Mais on dit que le Nigeria, cette capacité connaît beaucoup de contraintes parce que le Nigeria, par exemple, n'a pas le potentiel, la production énergétique à grande échelle, pouvant permettre de catapulter une industrialisation, une modernisation économique à très haut niveau. Mais le Congo a 4 ou 5 ressources stratégiques fondamentales permettant de catapulter son économie vers l'émergence. C'est pourquoi on voyait d'ailleurs beaucoup d'experts géoéconomiques projeter l'émergence du Congo en 2030. Aujourd'hui, 2030, c'est dans 5 ans. Donc, toi et moi, on ne verra jamais le Congo émergent, malheureusement, à cause de Tshisekedi. On serait devenu Congo émergent en 2030. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo a tout ce qu'il faut pour que, en 2 ans seulement, je vais vous donner un exemple très, très concret.
Kazadi nous parle le budget est parti de 4 milliards à 16 milliards. 16 milliards de dollars de budget, mon frère. 16 milliards de dollars de budget. Si on considère qu'une route, un morceau de route, je veux dire, une section de route de 1 km, c'est 1 million de dollars. Si on utilise la norme, c'est pourquoi je parle de la dénormativisation. Le standard international est que dans la structure du budget national, dans les allocations des ressources de la République, le standard est que, je me rappelle, j'en parlais une fois avec mon frère ami José Sélé, l'ancien ministre des Finances, le standard est que les allocations au fonctionnement, aux rémunérations des institutions et du personnel de l'État soient de moins de 30%. Ça veut dire qu'il faut au moins 70%, en tout cas, tout au moins 60% des allocations budgétaires soient vers une partie, les besoins sociaux, et plus de 40%, ou en tout cas au moins un minimum de 40% aux infrastructures. Donc, en 2 ans, les paradigmes de développement accéléré par action synergétique peut permettre de catapulter le Congo, propulser le Congo vers la pré-émergence. D'ailleurs, nous étions déjà à la phase de la pré-émergence sous Matata. Et donc, si vous prenez cette constellation-là, vous créez une constellation avec Kabila, avec Matata, que l'on veut aujourd'hui humilier, avec Moïse Katumbi, avec des gens comme Dessé Sanga, avec les Diongo et les autres, il y en a beaucoup. Mais il leur faut une formation gouvernologique pour adopter un paradigme de gouvernance, parce que c'est ça la question fondamentale, qui permet d'éviter les histoires comme celle qu'on voit aujourd'hui avec Moutamba, qui vous dit qu'il a concocte une histoire avec une compagnie qui n'existe pratiquement pas à Londres, et voilà, on donne l'argent. La Banque centrale est gérée comme une caisse de Somba Ziguida, voilà quoi. Parce que la question clé aussi, c'est la gouvernance. La gouvernance aujourd'hui, on utilise les ordinateurs, on utilise des softwares, il y a des programmes de gestion d'État. Kagame aujourd'hui, s'il fait des performances, parce que Kagame, il arrive à son bureau le matin, il ouvre son ordinateur lui parle de tout ce qu'il y a comme suspens, il y a ce qu'on appelle les dashboards, comme le dashboard, comment je peux dire ça en français? C'est un tableau qui vous montre tous les projets fondamentaux, à quel niveau ils sont arrivés. Et donc, aujourd'hui, la gouvernance est informatisée. La gouvernance, c'est pourquoi on parle de la techno-gouvernance. Il y a des programmes, il y a des softwares, il y a même, je parle du Rwanda parce que avec notre organisation US Africa Leadership and Government Academy, j'étais parti là-bas, j'ai même participé à leur Umushiki Rano. Le Umushiki Rano, c'est une session de gouvernance publique, de redevabilité publique, où ils mettent tous les ministères en public, hein, ils mettent tous les ministres devant là-bas, on démontre tous les projets, comment tu as réalisé, où est-ce que tu as échoué, quel est l'impact, et les gens posent des questions, c'est live, vous voyez. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il y ait révolution gouvernologique, révolution de la gouvernance en RDC avec cette constellation. Le Congo peut être catapulté à un niveau très élevé de sa densité de puissance. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Nous faisons donc la lecture de l'actualité et précisément, surtout que nous sommes le 17 aujourd'hui, le 17 mai, on revient donc sur le combat des Laurent Désiré Kabila. Iber Kabasoubabou, je veux vous faire réagir un peu par rapport à l'actualité. On verra parce qu'on a encore un autre gros thème sur l'histoire avec les États-Unis d'Amérique. Si nous n'arrivons pas à l'aborder aujourd'hui, on va renvoyer nos téléspectateurs peut-être dans une prochaine émission. Vous évoquez Moutamba, vous avez suivi un peu l'actualité dans le pays. Ça restait dominé par la question de la levée des immunités de M. Kabila au Sénat. Vous savez que le Sénat a mis en place une commission pour traiter de la question et venir avec des résolutions au niveau de la plénière. Quelle est votre lecture? Est-ce que vous pensez que c'est de la provocation, c'est une sorte de harcèlement contre Kabila où l'État, dans son rôle régalien de protéger et ses citoyens et de se protéger lui-même, a le droit, lorsqu'un de ses citoyens, comme Kabila soit-il, délinque, de pouvoir mettre en place les mécanismes pour les sanctionner? C'est simplement, ce n'est rien de tout cela. Ça rentre dans les contextes, dans les cadres de l'expression, c'est un symptôme de l'idiocratie en fait. L'idiocratie, quand on dit idiocratie, ce n'est pas une injure.
j'ai toujours expliqué sur d'autres plateformes que chez les Grecs, le mot idiot servait justement se référer aux gens qui ne voyaient qu'eux-mêmes, qui ne répondaient qu'à leur pulsion d'écrasement des autres, et des gens qui ne comprenaient pas la logique à l'époque de Platon. C'est pourquoi dans les livres de la République, Platon parle de la formation du personnel politique. Il pourrait aller participer à la place qu'on appelait l'agora, la pnyx, et contribuer à la discussion sur la cité. Il fallait avoir compris la logique, l'éthique, même l'esthétique. Quand vous voyez un président qui est président de la République, à côté de lui, il y a des avenues qui sont boueuses, les rues, les gens vivent dans les détritus. Il y a un problème de compréhension justement de la substance d'un homme politique qui doit gérer la cité. Donc, les régimes idiocratiques, ils ne voient pas plus loin que le bout de son nez, que ses propres pulsions égotistes. Tshisekedi veut simplement, Tshisekedi est comme dans une sorte de complexe, d'obsession sur Kabila, parce que Kabila, il est le produit de Kabila, c'est quelqu'un qui a une obsession, on leur promet de postes juteuses dans l'ubuesque gouvernement d'union nationale, et voilà. Et tout ce que ça va créer, c'est que ça va simplement polariser davantage les divisions. Non, mais quand ils disent que Tshisekedi est quand même le patron du M23, quand ils disent qu'ils ont des preuves que Tshisekedi contribue et travaille avec les M23, mais c'est logique que l'État se protège, non? Non, mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. S'il y a une logique, même minimale, s'il y a une logique même minimale, et c'est ici aussi la faiblesse l'une des faiblesses de Kabila, s'il y a une logique même minimale de l'État, le coup d'État parlementaire de 2022, Tshisekedi, on devait faire l'impeachment. Voyez-vous? 2. Quand les M23 a révélé que Tshisekedi les avait contactés pour faire un coup d'État en 2015-2016 contre Joseph Kabila. S'il y a une logique d'État, c'est Tshisekedi qu'on devait arrêter. On devait faire même, comme en 2015-2016, il était en Europe, on devait faire même un mandat d'arrêt international contre lui en 2016. S'il y a logique, Tshisekedi qui a reconnu, malgré le fait que lui, il souffre parfois de rupture logique quand il parle, il dit, c'est moi qui avais invité les M23, mais j'étais reçu par mon ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si moi je les avais invités ou non. Tu vois? Donc, en une fraction de seconde, il dit chose et son contraire. Mais il avait affirmé que c'est lui qui les avait invités. En ce moment-là, quand il a dit ça, s'il y avait un minimum de logique d'État, le Parlement ou quelques parlementaires devaient mettre sur pied une commission pour l'accuser de trahison. Et beaucoup d'autres gens ont parlé de son père, Etienne Tshisekedi, qui a été au RCD, au Rwanda, etc. J'aime souvent la sagesse de Kengo Adondo. Kengo Adondo disait souvent que la loi ou même la décision d'État doit avoir comme repère la paix, la stabilité. Si vous devez prendre une décision, votre repère, c'est comment est-ce que cette décision permet de contribuer à la paix. Dans quelle mesure est-ce que cette décision que je voudrais prendre maintenant, politique fut-elle, contribue à la stabilité, contribue au progrès. Accuser, parce que, comme j'ai dit avant, sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, Tshisekedi dans une sorte d'impulsion thanatos, l'impulsion primaire de l'écrasement de l'autre. C'est pourquoi je parle d'un régime idiotique. Et donc, fondamentalement, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de logique d'État, parce que si on devait appliquer la logique d'État, c'est Tshisekedi qui devait être déjà arrêté en 2021-2020. Mais quand je disais tout cela, il y avait FCC Cash, personne ne voulait m'écouter. Voilà maintenant où on est. 2020, j'ai commencé déjà à dire tout cela. Vous-même, Perrault, mon jeune frère, vous savez de quoi je parle. 2021, je disais tout cela, il ne voulait pas m'écouter. Mais voilà où est-ce qu'on en est. Donc, malheureusement, Kabila, quelque part, est en train de subir les conséquences de son refus d'agir quand il était quand Tshisekedi était encore déboulonnable, quoi. En 2021, je disais, quand il est encore fragile,
C'est maintenant qu'il faut l'éjecter. Les gens vont faire des marches, quelques organisations de la société civile vont parler, mais on va remettre le Congo sur les rails. Aujourd'hui, vous pensez qu'il n'est plus déboulonnable? Là, vous allez décevoir beaucoup de Congolais. Il n'est plus déboulonnable, Tshisekedi? Oui, mais malheureusement, Tshisekedi est très fort maintenant. Tshisekedi est très fort. En tant que Tshisekedi a démontré qu'il est un véritable animal politique. Moïse Katumbi a les moyens, les entrées, les relations aux États-Unis. Joseph Kabila, un ancien militaire, l'homme qui a conquis Kisangani, qui a géré le Congo pendant 18 ans, qui a créé certains partis politiques, plutôt acteurs politiques, et qui a même créé Tshisekedi comme détenteur de l'Imperium. Voilà que ça fait 6 ans que Tshisekedi aujourd'hui a atteint même le paroxysme où il les persécute. Et la plupart, ils ne font que pleurnicher, il n'y a que de jérémiades. Il ne veut pas me donner mon passeport, voilà, il veut prendre nos maisons, etc. Et il ne faut pas oublier. Donc il faut pas les minimiser d'une certaine manière. Il faut les prendre au sérieux. Non, il ne faut pas les minimiser. Il a montré, Tshisekedi a une sorte de détermination machiavélique. Il a une sorte de hargne, une sorte d'obsession dans laquelle il met son énergie et il n'écoute personne et il y va. Même s'il va faire de grabuge, même s'il va s'automutiler, etc. Mais il y va. Regardez, il a commencé par éjecter la majorité, démolir la démocratie constitutionnelle. Personne n'a bougé les petits doigts. Quand on disait aux gens du FCC, ils disaient non, voilà, c'est gérable, Kabasubabou, c'est gérable. Voilà, il a déboulonné. Quand il a fait partir le vieux ici, Ilunkamba, au Katanga, il a roulé dans la farine, il l'a envoyé là-bas, comme un jeune homme, aller paître là-bas, pendant que lui, il changeait la constitution ici, avec l'autre gaillard, là, c'est qui de chez moi, là-bas, du Kasaï occidental, qui était mis à l'intérieur. Violation flagrante de la constitution. Gilbert Kakondé. C'est gravissime. Il a, à cette époque-là, Mabunda était encore président de l'Assemblée nationale et Tambo Mamba était président du Sénat. Quand il a fait cela, il a violé la Constitution. Il devait être accusé de haute trahison. Il a nommé des généraux sans passer par les conseils supérieurs de la défense. Voyez-vous? Quand je leur disais ça, non, Kabasubabou, calmez-vous, calmez vos ardeurs, mettez un peu d'eau dans votre vin. Mais voilà où on en est. Donc, les gens doivent reconnaître leurs déficits, leurs faiblesses et s'engager aujourd'hui à corriger pour justement pouvoir éjecter ce régime. Tshisekedi est très, très, je veux dire, solide en tant qu'acteur politique parce que, contrairement à Kabila, par exemple, quand il combattait les RCD, Tshisekedi, l'économie est aujourd'hui à plus de 65 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Tshisekedi a l'argent du cuivre, du cobalt. En fait, c'est même l'ironie. Tshisekedi puise au Katanga les ressources financières pour écraser les Katangais. Tshisekedi utilise des Katangais, des swahilophones pour écraser des swahilophones. Voyez-vous? Et il a l'argent pour recruter les mercenaires quand quelqu'un comme Eric Prince, qui est un milliardaire. Écoutez, monsieur, Eric Prince, ce n'est pas n'importe qui. Eric Prince, ce n'est pas c'est pas des Roumains ou de Wagner. Eric Prince, le Blackwater, avait des contrats avec CIA, avec le Pentagone, en Afghanistan et en Irak. C'est quelqu'un de redoutable. Si Tshisekedi est capable de lui donner de l'argent pour qu'il réorganise des mercenaires colombiens et de la Légion militaire française, il faut prendre ça au sérieux. C'est pourquoi il faut accélérer l'éjection de ce régime avant qu'il puisse développer encore d'autres capacités. On croise les doigts espérant. Dans la foulée de la levée des immunités de Kabila, on parle également de la dissolution du PPRD, de MLP des Franck Diongo. Il y a aussi les partis des Corneille Nangaa. Tout ça, pour vous, c'est à mettre dans le paquet de l'idiocratie de M. Tshisekedi. Vous ne comprenez absolument pas ça. Il n'y a aucune logique des droits à l'intérieur. Il n'y a aucune logique. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est dénormativisé. Il ne voit que le bout de son nez. Il n'a que ses pulsions égotistes. Il veut se faire les Moulopoué, les Mobutu qui écrase l'autre, qui écrase son maître. Il est comme quelqu'un qui est embarrassé
par le fait qu'il est le produit de Corneille Nangaa, il est le produit de John Numbi, il est le produit de Katumbi qu'il a amené partout aux États-Unis. Il a comme une sorte d'angoisse de ces gens-là. Si ça n'appartenait qu'à lui, d'un coup de bâton magique, il les éliminerait physiquement. Voyez-vous? Et donc, il veut être le maître, le nouveau Léopold II du Congo, et il veut écraser tout ce monde-là. Ça n'a aucune logique du progrès du pays. Ça n'a aucune logique de la paix. Au moment où... Mais Tshisekedi, c'est le politicien et son régime, hein, parce que aujourd'hui, il n'y a personne qui a le courage. Personne n'a le courage. Ni Kamer, ni Bahati. Sama Lukonde, c'est un jeune homme. Personne, ni Mende. Il n'y a personne. Mais alors, mon frère Perrault, il n'y a personne en RDC au moment où nous parlons qui puisse dire à Tshisekedi, non, monsieur. Non, monsieur. Vous êtes suicidaire. Vous êtes en train de détruire le pays. Personne. Parce que comment voulez-vous? Vous êtes en train de vouloir signer la paix. Je veux dire, vous recherchez la paix dans un processus de paix, de Doha, des Américains, de Luanda, de Nairobi. Et vous gardez la mise à prix des têtes de gens avec qui vous négociez. C'est stupide, quoi. C'est exécrable, c'est obscur, c'est aberrant. C'est comme si vous dites, bon, il y a une maladie dans ma maison ou à moi, voilà, je vais aller prendre les médicaments, mais entre-temps, je prends des aliments qui ont créé cette maladie. C'est vouloir une chose et son contraire, et c'est ça la stupidité. Vouloir une chose et son contraire, c'est ça la stupidité. C'est ça l'idiocratie. Allez, donc au même moment, on dit non, il faut la paix, il faut la cohésion nationale. Mais si lui veut arrêter Kabila, si lui veut tuer Kabila, si lui veut tuer Matata, si lui veut tuer Moïse Katumbi, il n'a qu'à avoir le courage de dire, bon, j'arrête cette histoire de Doha, j'arrête l'histoire avec les Américains, j'ai Eric Prince, je vais vous faire la guerre, je vais vous poursuivre partout, et c'est moi le moule au point, c'est moi Léopold II, et voilà. Vous ne pouvez pas être en train de discuter avec des gens de la paix et vous voulez enlever leurs immunités. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'on enlève les immunités et notre frère là-bas, les Lukoulia là-bas, va dire, bon, on condamne Kabila in absentia à mort. Et on lui ravit, c'est bien, comme on a fait avec Nanga. On va peut-être chuter par là. Ces chapitres sur les Américains est tellement costaud que je me propose de les proposer dans des prochaines émissions avec nos invités. Mais l'actualité, c'est quand même aussi cette affaire des Zion Construction avec Moutamba. Quelqu'un jeune qui vient, qui donne l'impression qu'il est dans la logique de changer les choses, et puis qui se retrouve aujourd'hui empêtré dans une affaire sale des détournements des dizaines de millions de dollars. Ça vous surprend, ça? Ou ça représente, est-ce que le Congo d'aujourd'hui? C'est toujours l'idiocratie. C'est toujours l'idiocratie qui, en fait, comme j'ai toujours rêvé, notre illustre philosophe et théologien Kamana parlait de... J'ai toujours utilisé son concept, la zombification, en fait, des acteurs politiques. Ça veut dire que quand vous êtes... Le régime de Tshisekedi est comme un régime de Tchad. Comme il y a quand tu viens entrer là-bas, tu attrapes les bouloges. Et toi aussi, tu participes à la mangeaille. Notre frère, que je connais bien, hein, c'est un jeune que je connais bien. Je me suis déjà retrouvé, d'ailleurs, quand je parle là, s'il suit, il sait... je me suis retrouvé d'ailleurs une fois avec lui dans une commission avec l'ancien Premier ministre Tchibala, avec le professeur Bochab et un fils de Gizenga dans une commission. Et nous deux, on était restés pour rafistoler les documents, raffiner le document, etc. C'est un jeune que je connais bien. Malheureusement, il est entré là-bas, et voilà quoi. Et donc, on l'a fait entrer dans la mangeaille, et, parce que c'est une chaîne. Moutamba ne peut pas faire ce qu'il a fait là. C'est une chaîne, comme on parle de la chaîne de la dépense, c'est une chaîne. Il y a la présidence, parce que quand vous voyez tout ce qui s'est passé là-bas, il y a la présidence, le noyau de la présidence, Wameso, Kaomandungu et les autres, mais il y a le noyau familial, donc Nyakeru, Maman Marthe, les frères de Tshisekedi, Jacques, Christian,
Donc, c'est en fait une association des malfaiteurs. Voilà. Alors, donc, tous ces groupes-là, et ils actionnent au niveau du ministère des Finances, du budget et de la Banque centrale, surtout la Banque centrale, parce que c'est la Banque centrale qui décaisse. Donc, Moutamba est entré dans cette idiocratie kleptocratique, et voilà. Il a été zombifié, ensorcelé. Hubert Kabassoubabo, merci. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. J'avais annoncé un sujet, mais il est quoi? On a déjà parlé pendant plus d'une heure, presque 50. On va renvoyer ça à la prochaine émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je martèle le fait qu'on doit célébrer le 17 mai, mais on doit surtout réfléchir. Je m'attendais à ce que les FCC, les PPRD, les nationalistes aujourd'hui, même les lumumbistes puissent méditer sur les avancées, mais également les déficits de cette révolution dans toute la chaîne pour dire voici les nouveaux paradigmes, voici les nouvelles recettes pour enclencher les développements accélérés par action synergétique. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, cette émission est donc terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Hubert Kabassoubabo. Avec lui, on a donc passé en revue les sujets majeurs d'actualité du jour, c'est-à-dire le 27e ou 28e anniversaire de l'arrivée de l'AFDL à Kinshasa. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. On se retrouve pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir chez vous. Briser l'éclat d'une histoire singulière d'une mère héroïque, aidée de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Béraud-Luara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme que reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes âges sur les hommes dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Béraud-Luara, qui dans les ténèbres de la justice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les villes oppresseurs, nous pointerons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Des mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous laissons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Zambinanga, Nanga, 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 Nanga. Les tentations. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.